Aujourd'hui, la fin du monde est proche. On n'en a jamais été aussi près de la fin. On va parler de Volodine et de Terminus Radieux. Je connais mal Antoine Volodine. Je l'ai découvert il y a peu de temps, sur conseil de lecture. C'était un bon conseil, ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé par Lisbonne Dernière Marche. Je sais même pas où je l'ai mis, tiens, celui-là. Mais je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo et peut-être avec justement celui qui me l'a conseillé. Et puis je commence à tout lire. Donc j'ai lu Terminus Radieux, qui est ici. Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. Je me trompe pas de titre. J'ai fini le port intérieur il y a 2 jours. Pas trop plu le port intérieur. Et j'ai reçu ce matin des anges mineurs et ce qui semble être le dernier frère sorcière. Donc cela je peux pas vous en parler puisque je ne les ai pas lus. En tout cas, ça va arriver assez vite. Et c'est vraiment Terminus Radieux qui remporte tous mes suffrages et qui m'a vraiment beaucoup plu. Sorti en 2014, prix Médicis, c'est marqué sur la couverture. Moi, je l'ai en points. 8,60 €, c'est marqué là, je l'ai payé moins cher. Parce que je l'ai acheté chez Oxfam, dans le 14e, rue Daguerre. J'avais encore ma patate dans la poche. J'allais voir Agnès Varda. Enfin, poser ma patate. Et Terminus Radieux, ça raconte, c'est chronologique, ce qui va pas du tout de soi pour un roman de ce genre. Ça raconte, ou plutôt je dirais ça montre, c'est plus intéressant, quelques personnes au fin fond de la Russie. Je suis pas très bonne pour ces zones géographiques, je risque de dire des bêtises. Je suis pas très bonne en géographie. Mais souvent par des espèces de vignettes, donc des moments d'humains, donc d'hommes, de femmes et de gens plus perturbants, on va dire à la limite, après ce qu'on peut appeler une apocalypse nucléaire. Donc on est en pleine littérature post-apo. Ça m'a fait penser pour quelques traits à Station Eleven dont j'avais parlé. Je mettrai peut-être le lien dans la description si j'y pense. Pour la douceur. La douceur et la tendresse qui s'en dégage. Alors qu'est-ce qui se passe avec Terminus Radieux? Donc on va avoir plus ou moins un personnage principal mais qui n'est pas réellement héroïque. Antoine, d'ailleurs je commence Kronauer. Je sais même plus s'il s'appelle Antoine, c'est Volodine qui s'appelle Antoine, lui je sais plus. Qui est un déserteur, qui est avec 2 autres personnes mal en point, c'est comme ça que s'ouvre le roman. Et je vais parler de ce passage, et puis bon, d'impressions reçues, et de ce qui m'aura touché, on va faire ça en chillant. Terminus Radieux, quand on l'ouvre, bon, on va éviter cette page-là qui n'a aucun intérêt, qui est de la pub à l'ancienne. Petite biographie d'Antoine Volodine. Terminus Radieux, première partie, Kolkhoz. Le vent de nouveau, alors, et puis alors ça commence et puis on a des puces comme ça, et en fait il y a des changements typographiques réguliers, mais pas de choses ultra voyantes comme Cheminaloï par exemple. Le vent de nouveau s'approcha des herbes, et il les caressa avec une puissance nonchalante. Il les courba harmonieusement, et il se coucha sur elles en ronflant, puis il les parcourut plusieurs fois, et, quand il en eut terminé avec elles, leurs odeurs se ravivèrent, d'armoises savoureuses, d'armoises blanches, d'absinthe. Le ciel était couvert d'une mince laque de nuages. Juste derrière, le soleil invisible brillait. On ne pouvait lever les yeux sans être ébloui. Au pied de Kronauer, la mourante gémit. « Ellie » soupira-t-elle. Sa bouche s'entr'ouvrit comme si elle allait parler, mais elle ne dit rien. « T'inquiète pas, Vassia, murmura-t-il. Elle s'appelait Vassilissa Marachvili. Je suis désolée si je prononce mal les noms. Elle avait 30 ans. 2 mois plus tôt, elle marchait d'un pas souple dans les rues de la capitale, à l'Orbis, d'un pas dansant, et il n'était pas rare que quelqu'un se retourne sur son passage, car son aspect de jolie combattante égalitariste donnait chaud au cœur. La situation était mauvaise. Les hommes avaient besoin de contempler de tels visages, de frôler de telles silhouettes pleines de vie et de fraîcheur. Ils souriaient, et ensuite ils partaient en banlieue se faire tuer sur la ligne de front. Nouveau paragraphe, nouvelle puce. 2 mois plus tôt, une éternité. La chute annoncée de l'Orbis avait eu lieu, immédiatement suivie de l'exode et d'une totale absence d'avenir.
Les centres urbains ruisselaient du sang des représailles, les barbares avaient repris le pouvoir comme partout ailleurs sur la planète. Vassilissa Marachvili avait pendant quelques jours erré avec un groupe de partisans, puis la résistance s'était dispersée, puis elle s'était éteinte, et on ne sait pas qui est elle. Alors, avec 2 camarades de désastre, Kronauer et Ilyutchenko, elle avait réussi, et donc là, on est bien sûr à Vassilissa, à éviter les barrages mis en place par les vainqueurs, et elle était entrée dans les territoires vides. Une clôture ridicule en interdisait l'accès, elle l'avait franchie sans frémir, elle ne retournerait plus jamais de l'autre côté. C'était une aventure sans retour, et tous les 3, ils le savaient. Ils s'étaient engagés là-dedans en toute lucidité, conscients qu'ainsi ils accompagnaient le désespoir de leur bise, qu'ils s'enfonçaient avec elle dans le cauchemar final. Ils ne rencontreraient personne, et ils devraient compter sur leur propre force, sur ce qui subsisterait de leur propre force avant les premières brûlures. Les territoires vides n'hébergeaient ni fuyards ni ennemis, le taux de radiation y était effrayant. Il ne diminuait pas depuis des décennies et il promettait à tout intrus la mort nucléaire et rien d'autre. Après vous avoir rampé sous les barbelés de la 2e clôture, ils avaient commencé à s'éloigner vers le sud-est. Forêts sans animaux, steppes, villes désertes, routes à l'abandon, voies de chemin de fer envahies par les herbes. Ce qu'ils traversaient ne suscitait pas l'angoisse, l'univers vibrait de façon indécelable et il était tranquille. Même les centrales atomiques, dont pourtant les crises de folie avaient rendu le sous-continent inhabitable, même ces réacteurs accidentés, parfois noircis, toujours silencieux, avaient l'air inoffensifs. Et souvent, par défi, c'étaient les endroits qu'ils choisissaient pour bivouaquer. Ils avaient marché 29 jours en tout. Très vite, ils avaient senti les conséquences de leur exposition au rayonnement. Malaise, affaiblissement, dégoût de l'existence, pour ne pas parler des vomissements et des diarrhées. Puis leur dégradation s'était accélérée, et la dernière quinzaine avait été terrible. Ils continuaient à avancer, mais quand ils s'allongeaient par terre pour la nuit, ils se demandaient s'ils n'étaient pas déjà morts. Ils se demandaient cela sans plaisanter, ils n'avaient pas les éléments pour répondre. Vassilissa Marachvili avait basculé dans quelque chose qui ne ressemblait que médiocrement à de la vie. L'épuisement avait raviné ses traits, les poussières radioactives avaient attaqué son organisme. Elle avait de plus en plus de mal à parler, elle n'en pouvait plus. Je vais m'arrêter là. Donc là, comme d'hab, j'aime bien vous lire les débuts, comme ça on spoil pas trop, mais je vais spoiler quand même. Puis c'est très difficile de choisir un extrait dans un livre en fait. Qu'est-ce qui se passe ? C'est très malin comme début, c'est très très malin, et littérairement ça fonctionne, je trouve, du feu de Dieu. Pourquoi ? D'emblée, vous avez en fait cette alternance entre le paysage et les personnages, et vous voyez comment l'un et l'autre vont se répondre. Et vous avez des figures comme ça de transfert, jusqu'à cette image, l'épuisement avait raviné ses traits. Donc son visage devient lui-même un paysage. Alors, ce que vous avez, c'est la mise en place d'un contexte historique inventé. Et là, on peut reprendre le paradigme absent de Marc Angenot, dont je vous ai déjà parlé, pour comprendre comment, en fait, Volodine introduit dans son texte des éléments qui créent la sensation d'un monde plus vaste avec une histoire. Voilà. Donc ici, c'est le flashback, ce qu'on pourrait appeler une analepse, 2 mois plus tôt, elle marchait, etc. Et hop, qui récapitule les événements pour revenir, donc c'est vraiment une analepse totale, puisque on revient donc à 2 mois plus tôt, pour revenir comprendre la situation présente. Si elle avait été partielle, on ne serait pas revenu jusqu'à la situation d'énonciation. Donc là, le présent du texte. Et en même temps, donc ça, ce point de bascule situé au début du texte, mais juste avant lui, d'un point de vue temporel, il va avec une situation qui est elle-même temporellement indécise, puisque plus d'avenir. Et donc, en fait, c'est un éternel présent qui est en train de se mettre en place, et cet éternel présent, il va se manifester donc par cette espèce de territoire vide, sauvage et nucléaire dans le même temps. Et nucléaire, ça veut dire noyau. Donc c'est à la fois ce qui va faire le foyer, mais qui en même temps, par la radiation, va être le mortifère. Paf, les deux en même temps. Ça va avec donc, le début de description par un paysage qui est lui-même animé, voire quasi animiste. Le vent. Le vent s'approcha des herbes. Ça, c'est une personnification. Une animation qui est quasi érotique. Il les caressa avec une puissance nonchalante, les courba harmonieusement, se coucha sur un en ronflant, les parcourut, et on a ensuite des odeurs. Et donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est une inversion entre les personnages et le paysage.
C'est-à-dire que le personnage est vivant, et donc quasi magique, et deviendra magique. Moi, je vois cette magie comme une métaphore, mais ça, c'est aussi parce que je donne un statut ontologique assez puissant à la métaphore. Donc d'une quasi-existence, pas forcément matérielle. Et ça marche très bien pour Volodine. Donc c'était une très bonne lecture en ce moment. Pendant que les personnages eux-mêmes se vident de leur vie et de leur substance. Vassilissa ouvre la bouche, entrouvrie, hein, donc sa bouche, hop, on morcelle, s'entrouvrit comme si elle allait parler, mais elle ne disait rien, donc hop, son âge. Ensuite, sa maladie nucléaire, donc liée aux radiations, à la surexposition aux radiations, donc, la surirradiation, donc malaise, affaiblissement, dégoût de l'existence. Intéressant, dégoût de l'existence, parce que ça, c'est un sentiment, en fait, c'est pas une maladie, même si ça va ensemble. Donc on a vraiment un monisme, pas de séparation, de dualisme entre, on va dire, l'âme et le corps et l'esprit, mais ce monisme est élargi, en fait, au paysage. L'exténuation des personnages, elle est déjà en place par cette question. Ils se demandaient s'ils n'étaient pas déjà morts, ils se demandaient cela sans plaisanter, ils n'avaient pas les éléments pour répondre. Et là, en fait, on voit que l'image de l'apocalypse nucléaire choisie par Volodine, alors, parce que ça va avec son imaginaire russe, qui est quand même très présent, et qui se décline de plein de façons, mais je vais vraiment me concentrer sur Terminus Radieux, Kolkhoz, le mythe égalitariste, les combats, dans le post-exotisme on dit leçon, comme dans le port intérieur et dans Lisbonne dernière marche, les archives secrètes, les prisons, les groupes secrets, l'espionnage, tout ça, ça appartient à ce grand imaginaire soviétique, on va dire. Je n'essaie pas de dire de bêtises. Mais le nucléaire est évidemment essentiel là-dedans, parce que Tchernobyl, parce que la guerre froide. Donc on rejoue. Voilà, ces drames, ces événements historiques, ces périodes historiques, et en même temps, celles-ci vont devenir la matrice littéraire, stylistique de l'écriture. Alors parce qu'on l'a avec les noms, avec le type de paysage, donc on est dans la toundra, le type d'habitation, le type d'idéologie des personnages, mais en fait le nucléaire lui-même devient en fait la matrice de ces images et de ces métaphores. Je m'explique. Tout ce qui va, c'est peut-être beaucoup dire, mais en fait cette impossibilité de savoir si on est vivant ou mort qui s'ouvre comme ça dès le début du texte, c'est exactement ce qu'on peut appeler une demi-vie. Et on se souvient que la demi-vie, c'est le temps qu'il faut à des particules, alors je fais ça de mémoire, ça date mon bac, mais à un composé radioactif pour diminuer de moitié. Et c'est à partir de la demi-vie qu'on met en place la physique quantique, etc. Je ne vais surtout pas sur ces terrains-là où je suis bien trop hasardeuse. Mais en tout cas, la demi-vie, ici, elle est prise littéralement pour parler de l'exténuation des personnages, et on se rappelle que la demi-vie, elle se calcule, mais si en fait donc l'échantillon radioactif diminue de moitié, il en reste toujours. Et donc cette exténuation, elle va amener en fait une ligne narrative, une structuration de la diégèse dans la demi-vie des personnages, demi-vie parce que leur épuisement ne cesse jamais vraiment, et demi-vie parce que cette vie n'en est pas une, donc cette vie post-apocalyptique, et que les frontières entre la vie et la mort sont déplacées, sont brouillées. On va avoir après beaucoup de personnages qui en fait, grâce aux radiations, et donc c'est pas étonnant si le soleil éblouit et qu'il est invisible en même temps, ça c'est l'image du rayonnement radioactif, des particules qui ont contaminé le monde. Et toutes ces images, en fait, on va les retrouver à tous les niveaux de l'écriture de Volodine, au moins dans Terminus Radieux. Radieux. Voilà. Double sens, là, évidemment. Et cette image donc, des rayons, en fait, ça va aussi dessiner la trajectoire cartographique
et narratologique des personnages dans Terminus Radieux. Et ça, je trouve que c'est un travail d'écriture qui est splendide. Vraiment, ça, c'est un truc qui m'a bouleversée. Alors, comment ça se passe? Après, donc, vous allez avoir, donc, dans ce kolkhoz, vous allez avoir des personnages qui en rencontrent d'autres et des choses qui se passent. C'est un peu comme si, en fait, chacune de ces vignettes allait montrer, en fait, des étapes de désintégration des personnages. Et désintégration, là, évidemment, on est encore dans le langage de la radioactivité. Mais le nucléaire est, pour ainsi dire, lui-même un personnage, donc évidemment c'est la bascule antérieure, hein, les territoires contaminés, vidés de leurs personnages ou quasi vidés de leurs personnages, mais ce que vous allez avoir aussi en fait, donc c'est le foyer radioactif qui devient foyer du kolkhoz, de Terminus Radieux, avec notamment ce personnage que j'ai trouvé extraordinaire de la Mémé Ouzgoul, qui était une liquidatrice héroïque et que les radiations ont rendu en fait immortelle. Et les personnages ici sont immortels. Cette immortalité est expliquée en fait par le chamanisme de Sergueï, qui était le compagnon ou le mari de la Mémé Ouzgoul. Ça, c'est la partie que j'ai moins aimée du livre, cette magie-là, mais elle permet de faire tenir en fait ou de prolonger la radioactivité dans l'écriture par le chamanisme. Et la Mémé Ouzgoul en fait devient la gardienne du foyer radioactif. Et donc on a quelque chose de très ancien, des gens comme Renan diraient primitif, qui revient dans le post-apo, avec cette image de la Mémé Ouzgoul notamment, et d'autres choses, qui en fait se vit à côté d'un trou avec un couvercle au fond duquel est la pile atomique, 2 km en dessous. Et la Mémé Ouzgoul parle et nourrit la pile atomique, qui est ainsi personnifiée par le personnage lui-même, qui a une existence, et autour de cette existence se met en place un ensemble de rituels dans le kolkhoz, et des éménagements, etc., qui eux-mêmes vont ensuite se dégrader. On est à nouveau dans cette image de la radioactivité, avec en fait des personnages qui sont, je n'ose le dire, des particules élémentaires, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe voilà, donc cette pile, voilà, elle devient la concrétisation, incarnation marche mal, mais spatiale, de la radioactivité. Elle devient en fait un personnage par la volonté d'autres personnages. Ça, moi, je trouve que c'est splendide. C'est faire vivre une métaphore, très concrètement. Et la Mémé Ouzgoul, elle est capable de ranimer des personnages qui vont être morts grâce à de l'eau, je sais plus que, oh là, j'ai oublié les termes, de demi-vie, demi-mort, de l'eau lourde. Là aussi, on est encore dans des termes radioactifs. Hein, l'eau lourde, c'est de l'eau contaminée. Je suis très très imprécise. Je ne suis pas préparée, vous le savez. Et donc, en fait, on va avoir ce mélange, ce syncrétisme entre le vocabulaire des centrales, voire de l'armement, des combats, et plus largement du vocabulaire soviétique, enfin, avec ce syncrétisme-là, et donc de rituels anciens. Et en fait, ce qui est une des choses qui m'a le plus touchée dans Terminus Radieux, et que j'ai vu confirmer par des interviews de Volodine, donc j'étais contente, un peu dans le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, c'est que, et je trouve, enfin j'ai eu l'impression de voir Terminus Radieux annoncé dans le post-exotisme, mais voilà, je vais rester sur ce que j'en ai lu, c'est que ces remontées très volontaires, hein, de structures et de rituels primitifs sont des rituels en fait que l'on retrouve dans les épopées. Et là, on est, on va être très proche de Monique Wittig finalement. Je ne sais absolument pas si Volodine est un lecteur de Wittig, je pense que oui, au moins un peu. S'il y a un hypothèque ou des choses comme ça, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est l'épique. Et la transformation de l'épique aujourd'hui, j'avais un programme d'agrég là-dessus, je crois qu'il m'a fallu des années pour le comprendre. C'est pour ça que j'ai pas eu l'agrég cette année-là.
Mais on a bien quelque chose que j'appellerais un tendre épique. Épique, chorégraphe, pardon, excusez-moi. Dans Terminus Radieux. Et cette épique, donc plus qu'une épopée, parce que, bon, on va avoir un long roman, mais ça fait pas épopée en soi, ça va pas de façon formelle et rituelle. Dans la façon formelle, on va la voir notamment par... En fait, les deux se rejoignent, hein, mais par les rituels de psalmodie et les listes. Et ça, c'est vraiment une chose qui m'a énormément touchée, émue. Les listes des noms d'herbes que retient Kronauer et qui datent de sa première femme qui est morte. Et donc cette mémoire de la liste. Mais ces listes sont des choses qu'on trouve dans les épopées. Et ça, je crois qu'il le dit plus ou moins dans Post-Exotisme et On dit le son 11. Cette liste, elle va être... Ces effets de liste, alors là on n'est pas du tout chez Rabelais, hein, on est vraiment sur d'autres effets, ce sont à la fois les traces d'un monde disparu, les efforts pour continuer à faire vivre ce monde, et quelque chose d'extrêmement mélancolique, que je vois pas tant que ça chez Homer par exemple, mais je suis pas une grande lectrice. C'est quelque chose qui va essayer donc de retenir et de faire advenir le monde dans le même temps. Et le fait qu'il s'agisse d'éléments naturels et pas... Alors ça arrive aussi d'avoir des listes des personnages, des soldats tombés par exemple. On a des moments comme ça. Ça c'est vraiment de l'épique traditionnelle, enfin plus habituelle, mais ces listes d'herbes de la toundra, ce sont à la fois... C'est quelque chose qui vient des classifications savantes, de ce qu'on appelle la taxonomie, et qui est transformé en littérature de la commémoration et du souvenir d'un monde disparu. Et ça, je trouve que c'est à pleurer. Et cette psalmodie donc, de la liste, elle se retrouve aussi en fait dans les rituels de commémoration et dans les chants des personnages, et dans le fait que les personnages commencent à écrire, et dans des façons très décrites en fait, dans le post-exotisme on dit le son, alors qu'il va plus décrire des milieux carcéraux. Mais on est sur des écritures de l'extrême. Comment écrire quand il n'y a plus personne pour lire? Comment écrire quand on n'a plus, ou comment faire littérature quand on n'a plus le papier? Et là en fait on a un personnage de chanteur, évidemment j'ai encore oublié le nom parce que c'est comme ça, j'oublie les noms dès que j'ai pas le livre sous les yeux, je suis pas dedans. Personnage itinérant, ça aussi ça peut rappeler Station Eleven, sauf que dans Station Eleven on va avoir une troupe et un moment donc avec Kronauer de commémoration donc, qui fait groupe alors qu'ils ne sont que deux, seuls dans la nature, mais là on est vraiment au summum de la désintégration, c'est plutôt à la fin du livre. Et il s'agit donc de retrouver des rituels anciens qui en fait sont aussi un peu nouveaux et décrits encore une fois dans le post-exotisme on dit le son, donc de la saga. Hein. Voilà, hein, forme ancienne, forme nouvelle. On a cette dialectique hein, de réinvestissement des formes anciennes dans un monde à la fois très nouveau et très ruiné. Et d'un champ qui se fait finalement au sein d'une nature elle-même en voie de désintégration, hostile, hein, et qui participe de ça. Les filles de Sergueï finissent elles aussi par écrire, et quand elles ne peuvent plus écrire, ou certaines, en fait, l'une se donne pour tâche de se remémorer des livres qu'elle a pu lire à la bibliothèque du Kolkhoz. Et donc, en fait, elle les retranscrit de mémoire, donc mal. Enfin, c'est tout l'intérêt. Puis elle les invente, petit à petit. Donc il y a cette tâche comme ça de ressassement, et en même temps de sauver des vestiges, alors qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. De la même façon, le personnage de Sergueï, donc qui est le personnage chamanique qui tient le Kolkhoz, et qui le tient dans tous les sens du terme, qui le tient vivant par sa magie, mais qui le tient aussi sous son emprise, récite des poèmes qu'il enregistre sur des rouleaux. Et ces rouleaux sont magiques. Il y a une magie de la parole, et de la parole partagée ou faite pour être partagée, quand bien même elle ne le peut plus. Faute de destinataire, par exemple.
Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve donc dans la forme même du style de Volodine dans ce livre, et je trouve dans ce livre plus que dans les autres. Voilà. Quand il en eut terminé avec elle, je reviens au premier paragraphe, il c'est le vent. Leurs odeurs se ravivèrent, d'armoises savoureuses, d'armoises blanches, d'absinthe. Rythme ternaire. Et ça, paf, c'est la douceur de la psalmodie. Et c'est déjà donc et un effet de liste très réduit, et ce mouvement pour maintenir les mots et le récit. Ça m'a paru incroyable, vraiment incroyable, dans Terminus Radieux. Alors, au milieu de ces récits, il y avait aussi mention régulière et non développée, j'ai trouvé ça assez cool, des ouvrages de féministes radicales, avec toute une espèce... donc là, on est encore, une fois, dans tout ce qui est de l'écriture du paradigme absent dans Genot, donc une bibliothèque à laquelle on n'a pas accès, mais dont on voit l'influence sur, notamment, sur plusieurs personnages, hommes comme femmes, qui vilipendent, dénoncent, condamnent le parler que, non, parler pénis, les rapports sexuels, des choses comme ça, et donc avec un souvenir d'une littérature idéologique pamphlétaire que l'on ne peut pas lire. Bon, est-ce que ça veut dire que Volodine est antiféministe? C'est pas impossible, mais j'en sais rien. Et puis, ça m'a beaucoup plu en fait, comme passage. Alors comme motif plutôt que passage, et sur l'intériorisation de ces discours. Et sur la possibilité ou non d'un érotisme et de désir, qui seraient comme des marqueurs de vie dans ce contexte, dans ce monde en dégradation perpétuelle. Je vais en rester là. J'ai vraiment, vraiment aimé Terminus Radieux. Je pense que je le relirai bientôt, mais j'ai d'autres Volodine. J'ai envie de relire l'Infini Comédie, et pas mal de choses m'attendent encore. J'espère que cela vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt.